et aussi le contrôle de la tumeur cognitive et quel est le niveau de la maladie métastatique et extra-hépatique. Alors, avant le traitement, il y a une phase de préparation, on va hydrater pour préparer le geste et essayer de contrôler la symptomatologie hormonale quand il y a une sécrétion, parce qu'il y a un risque de majoration de la sécrétion juste avant le geste. Donc il y a un petit danger là-dessus. On essaie de contrôler le mieux possible avant et après le geste. La tolérance dans la plupart des cas est bonne et il faut, on essaie d'être le moins possible, d'essayer de contrôler le mieux possible et plutôt de répéter les cures que de faire, d'avoir un effet trop important et le patient soit trop fatigué après la cure. On préfère, même si c'est un traitement lourd et invasif, on préfère faire plusieurs séances plutôt que de faire tout en une fois et que ce soit dangereux. Il y a toujours des complications possibles, comme dans tous les interventionnels, même si la tolérance est bonne, c'est notamment le syndrome post-embolisation, qui est par des nausées, des vomissements, de la fièvre, des douleurs, une petite souffrance du foie qu'on voit sur les prises de sang. Il y a aussi des risques pour l'artère. Naviguer dans les artères du foie avec des cathéters, même si elles sont de volume augmenté, il y a toujours un risque qu'on abîme un peu les artères et que ça bloque la route pour un prochain traitement. C'est pour ça aussi qu'il est nécessaire d'avoir un peu d'expérience pour savoir à quel moment on est dangereux ou pas pour les artères. Voilà, les résultats pour les objectifs de l'embolisation, de la chimio-embolisation sont en général assez bons, surtout sur la réponse symptomatique, puisqu'on a 70 à 90% sur les symptômes, et la réponse biologique. La réponse morphologique, c'est plus variable, parce que le but n'est pas forcément de faire disparaître les lésions, mais surtout de faire diminuer les symptômes et de contrôler les lésions. Alors il y a beaucoup de questions qui restent en suspens pour ces traitements, notamment est-ce qu'il faut faire une embolisation seule ou est-ce qu'il y a vraiment un bénéfice à rajouter de la chimio-embolisation, quelle drogue il faut utiliser, puisque quel produit de chimiothérapie on utilise si on en utilise, quand il faut retraiter, à quel rythme, à la demande, ou est-ce qu'il faut faire ça avec un planning programmé, combien de fois, et surtout, comme vous l'avez dit, M. Valette, comment on évalue les lésions, parce que là, on ne pourra pas se baser sur les critères récistes, c'est-à-dire juste les critères d'évolution en taille, il faudra évaluer vraiment le rehaussement de la lésion, parce que c'est ça qui va nous dire s'il y a encore des vaisseaux à traiter, s'il y a encore de l'hypervascularisation qu'il faut faire disparaître, ou pas. Alors, il y a un troisième type de traitement, toujours dans ces traitements par les artères, qui s'appelle la radio-embolisation. Le but est un peu différent, c'est pas de boucher vraiment les vaisseaux, ça s'appelle embolisation de boucher, mais c'est pas vraiment boucher les vaisseaux, c'est de positionner le traitement au centre de la lésion, et ce traitement, là, des microsphères qui vont délivrer des rayonnements radioactifs. Alors, c'est des rayonnements radioactifs qui n'ont un effet que très local, comme on voit sur le schéma, c'est ce qu'on appelle des particules bêta, qui n'ont que quelques millimètres, au maximum centimètres de pénétration. Il n'y a pas de risque pour l'entourage, et ça va traiter spécifiquement la lésion, un tout petit peu autour de la lésion. Ça ne traverse pas la peau, donc il n'y a pas de risque pour l'entourage. Donc là, pareil, c'est la même technique, on va positionner un cathéter, le mettre directement au plus près de la lésion pour délivrer le traitement. Alors les indications par contre de la radioembolisation restent à préciser, c'est un traitement relativement récent qu'on utilisait avant plutôt pour d'autres types de tumeurs. Globalement, notre attitude c'est de l'utiliser pour des patients fragiles, avec une maladie très étendue, des patients chez qui on veut obtenir, diminuer la maladie pour permettre de l'opérer. Par contre, c'est une technique qui est assez complexe, onéreuse également, puisqu'elle demande d'abord, près du bilan d'imagerie, bien sûr, de réaliser une première artériographie, où on va, d'une part, boucher les artères qui nourrissent d'autres organes à risque, pour que le produit n'aille pas dans ces autres organes, pas de risque pour ces autres organes. Ensuite, injecter un produit de test. Alors là, il faut prendre tout un tas de précautions pour les opérateurs et pour le patient, parce que c'est un produit radioactif, même si c'est quelques centimètres, il faut s'en protéger. Faire une scintigraphie pour voir la répartition de ce produit de test. Faire une deuxième artériographie, on va délivrer le traitement, une nouvelle injection, une nouvelle scintigraphie, pour voir si le produit, le traitement, là, s'est réparti exactement là où on pensait qu'il voulait qu'il aille. Et ensuite, faire l'évaluation post-thérapeutique en imagerie, donc plutôt en lien. Voilà, alors c'est le début de ce traitement, mais on a des résultats assez encourageants. Je ne sais pas si on voit très bien sur l'image, mais ce n'est pas tellement la taille des lésions ici qu'on voit, c'est que, je sais pas,
va envoyer du rehaussement au sein des lésions qu'on ne voit plus du tout dans ces lésions. Et ça, c'est un contrôle à 1 mois. Alors que finalement, on commence à savoir que pour la radio-embolisation, il faut être plus patient que ça. Il faut attendre le contrôle à 3 mois, voire à 6 mois pour voir déjà l'effet. C'est un patient qui l'a fait très récemment, et pourtant déjà à 1 mois, on voit un effet assez satisfaisant sur les lésions. Donc c'est un traitement à venir. Bien sûr, il y a toujours des complications possibles, des lésions gastriques et de la vésicule biliaire, malgré le fait qu'on ait couché les artères à risque. Donc en conclusion, il s'agit de techniques de pointe qui sont faites que dans un sens spécialisé, puisqu'il faut plusieurs spécialités pour une certaine expérience de ces techniques, et donc dans le cadre d'une prise en charge multidisciplinaire, puisqu'il faut l'équipe d'oncologie ou de gastro-entérologie pour prendre en charge les patients après d'un point de vue médical, et prévenir les problèmes qui peuvent survenir après. Il reste à préciser la place de chacune de ces techniques dans l'arsenal thérapeutique dont on dispose, quand les utiliser et comment. Et il y a de nombreuses pistes pour améliorer leur efficacité, notamment améliorer les techniques de ciblage, c'est-à-dire de visualisation, notamment sur les ablations, trouver éventuellement des nouvelles molécules pour la chimio-embolisation et diffuser plus la radio-embolisation. Comme c'est un traitement onéreux, ça coûte de l'ordre de 12 000 €, pour vous donner une idée. Un seul traitement de radio-embolisation, c'est de l'ordre de 12 000 €. Ça pose un vrai problème de financement, malheureusement, et qui va devoir passer également par la cotation et le remboursement par la Sécu, puisqu'actuellement, par exemple, une ablation, il n'y a pas de remboursement pour le service qui fait ça. C'est coté comme une biopsie, et donc le service perd de l'argent. Il va trouver des modèles économiques pour financer ces choses. Voilà, je vous remercie, je vais aller à vos discussions. Des questions ou remarques pour Arnaud sur ces techniques? Oui. Par rapport au contrôle classique, vous avez dit exactement L'anesthésie locale. Oui. Alors l'anesthésie générale, elle comporte toujours des risques et qui sont en rapport avec le bénéfice. On pense qu'une sédation, c'est-à-dire un médicament qui permet de diminuer l'anxiété, fait avant le traitement et une anesthésie locale, qui est bien faite, suffit à ce pas de douleur. Donc par rapport au risque d'une anesthésie générale qui est faible de nos jours, on préfère faire ça. Toujours un petit risque, c'est pas une anesthésie générale. Je enseigne un petit peu. On parlait avec la petite tout à l'heure. Il y a aussi un phénomène qui se passe. Ça fait partie de multiples contraintes qui sont là. On parlait de nos accès aériens. On a aussi un manque d'anesthésistes. Il y a aussi un peu de ça derrière, il faut bien l'admettre. Mais on progresse. Et on est convaincu que sans aller peut-être jusqu'à la grande anesthésie générale, avec une position comme on fait pour une opération, il y a une anesthésie intermédiaire avec un anesthésiste présent sur place qui fasse au bon moment une analgésie parfaite et contrôlée, ça sera un très grand progrès. Et dans le service où on travaille avec Arnaud, l'espoir qu'on est en train de créer un nouveau centre de radiologie interventionnelle, il ouvrira en présence d'anesthésistes et ces embolisations. On n'a pas envie de faire sous anesthésie, on va avec la tête, je ne sais pas si c'est plus possible maintenant de faire ça. On est bien d'accord avec vous. On peut peut-être dire aussi que la question du président, c'est que avec certains produits comme à Beaujon, ils ont beaucoup travaillé avec la streptozocine. C'est tellement douloureux qu'ils sont obligés de faire l'embolisation sous anesthésie générale. Donc c'est un peu particulier, mais ce que dit M. Valette, formidable quand on pourra faire une anesthésie pour tout le monde. Ouais, certains produits, ce que dit M. Chegal, effectivement, comme le Zanosar, il est pas possible de le faire sans anesthésie. Les autres techniques d'embolisation, c'est vrai qu'on fait des prémédications avec des poussures avec de morphine, des PCA. Il y a quand même le moment où c'est injecté qui reste douloureux et c'est vrai qu'on travaille beaucoup là-dessus pour essayer de pour faire une anesthésie forcément lourde comme une chirurgie, mais pour faire une technique d'anesthésie où il n'y ait plus du tout même ce phénomène aigu qui peut être très très court, mais enfin qui existe. Donc c'est vrai que ça, on espère beaucoup des nouvelles performances techniques de ce plateau qui va se créer. Dans sa présentation, M. Levet a mis en avant les critères de dimension de la tumeur inférieure à 1 cm. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous avez ces critères-là dans... Alors, oui, mais comme je disais, on ne peut pas prendre en compte seulement... alors, les critères de dimension, pour parler des ablations,
calibrées de manière à ce qu'elles restent dans les vaisseaux qui sont, enfin, elles restent bloquées dans les vaisseaux de taille habituelle qu'on trouve dans la tumeur. Elles sont éliminées rapidement. Alors non, elles restent définitivement, mais c'est un matériau biocompatible, donc il n'y a pas de... Une fois que toute la chimiothérapie a été diffusée, il n'y a pas de problème. C'est un matériau qui est étudié pour être biocompatible. D'autres remarques, questions pour Arnaud ou pour Pierre-Jean? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres organes qui peuvent être traités comme ça avec cette... Alors, par ablation, oui, notamment le poumon. On fait ça aussi sur les reins, dans certains cas. Pour l'embolisation, il y a des essais sur le poumon aussi, mais c'est moins développé. Sur l'os aussi, non? Sur l'os aussi, je n'ai pas vraiment connaissance, mais c'est beaucoup moins développé que pour le foie. Ok. On va peut-être passer la parole à notre ex-présidente du GTE, Madame Vincent Chadot, qui est médecin nucléaire et puis endocrinologue, donc qui a animé beaucoup d'énergie, l'énergie qu'on lui connaît, le GTE et ses réseaux, et qui reste active au sein de nos groupes. Donc, je vais passer la parole, Françoise, pour la radiothérapie métabolique. Oui, qui est tout à fait dans la continuité de ce qu'on vient de dire, puisque Arnaud vient de parler déjà de la radiothérapie ciblée, et là on va parler plutôt de la radiothérapie, en fait administrée comme un traitement par voie générale. Donc juste pour dire que là on est en train de petit à petit d'avancer vers le traitement des formes qui ne sont pas accessibles seulement à la chirurgie, qui vont nécessiter des traitements complémentaires, on verra la chirurgie après. Donc il y a les traitements par voie générale, la chimiothérapie, la radiothérapie, il y a les embolisations dont on vient de parler, les chimio-embolisations, et puis il va y avoir les thérapies ciblées et la radiothérapie métabolique qui vont donc s'adresser à des formes qui sont déjà des formes évoluées, qui ne peuvent pas être totalement mises en rémission uniquement par de la chirurgie. C'est un traitement complémentaire. Alors le principe, c'est que finalement, on va essayer de faire un traitement ciblé, un traitement assez intelligent, en le sens que le produit radioactif, on ne va pas l'administrer pour qu'il reste distribué dans tout le corps, il va aller reconnaître une cellule spécialement, une cellule tumorale, par le biais d'un récepteur. En fait, ce produit radioactif qu'on va injecter, il va aller sur certaines cellules, et uniquement celles qui nous intéressent, qui sont les cellules endocrines, puisqu'elles vont avoir des caractéristiques particulières, et ce produit va reconnaître ces caractéristiques. Une fois que ce produit aura pénétré dans la cellule, on va l'irradier sélectivement. Donc ça permet de faire un traitement qui en fait va uniquement sur les cellules qui nous posent problème et qui épargne, pas complètement, mais en grande partie, les cellules qui sont saines. Alors, le principe, on l'a déjà vu à plusieurs reprises avec les scintigraphies des récepteurs de la somatostatine. Donc, il y a des récepteurs particuliers sur les cellules endocrines qui sont pour cette hormone, la somatostatine. Et lorsque, en fait, on a un certain nombre d'entre vous qui sont sûrement traités par les analogues de la somatostatine, et ben, le principe, c'est que ces analogues, ils vont aller reconnaître les récepteurs et ils sont internalisés dans les cellules et ils bloquent en fait la machinerie de la cellule. Et là, c'est le même système, sauf que à l'analogue de la somatostatine, on va rajouter de la radioactivité, que cette, vous voyez, on va avoir ici l'analogue de la somatostatine et le petit pile jaune, c'est la radioactivité. Ces molécules, elles vont rechercher les récepteurs qu'elles vont trouver à la surface de certaines cellules. Quand elles les ont reconnus, elles vont rentrer à l'intérieur des cellules. Les récepteurs vont être réutilisés et la radioactivité va rester dans la cellule et elle va pouvoir détruire la cellule qui a capté le produit. Donc de manière assez sélective. Donc voilà le principe. Récepteur de la somatostatine, on utilise un analogue de la somatostatine à plusieurs types et on y branche un produit radioactif. Et c'est ce montage-là qu'on va administrer aux personnes en administration intraveineuse. Donc vous voyez, il y a trois produits. Il y a le Closcal, qui est celui qu'on utilise pour faire les scintigraphies comme vous voyez là, qu'on peut utiliser aussi pour les traitements. Parce que finalement, la Closcal, c'est exactement le même principe, sauf qu'on va donner très peu de radioactivité, parce qu'on ne va pas du tout vouloir irradier la personne, on va juste vouloir faire une image. Et là, on en donnera plus pour faire un traitement. Et puis, vous allez voir que le Closcal, en traitement, il n'est pas extraordinaire, il y a des défauts. Donc, il y a d'autres molécules
qui peuvent être utilisés et que là il y a un peu de nouveau puisque finalement jusqu'à présent en France on n'y avait pas trop accès et que là on est en train enfin d'y avoir un peu accès. Alors quand on utilise l'octreoscan à grosse dose, plus pour faire du diagnostic mais pour faire du traitement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça améliore les gens dans 60% des cas, ça donne des réponses sur les marqueurs hormonaux dans 80% des cas, mais que ça diminue jamais les tumeurs pratiquement. Par contre, ça n'est pas toxique. Donc c'est finalement pas toxique, mais pas bien efficace. Alors, ça veut dire que pour le traitement, c'est un petit peu décevant et que c'était utilisé parce qu'on n'avait rien d'autre et que ça améliorait quand même les gens sur les plans de l'état général et des sécrétions, mais que ce n'était pas de ce produit qu'on pouvait attendre une amélioration vraiment de la maladie. Alors pourquoi? Parce que vous voyez ici les rayons d'émission des particules. L'octreoscan, c'est un rayonnement qu'on appelle l'indium 111, qui est contenu dans l'octreoscan, et c'est un rayon de 10 microns. Ça veut dire que quand on injecte une particule avec la radioactivité, ça va aller dans la cellule qui l'a captée, et ça n'ira pas irradier les cellules à côté. Or, comme toutes les cellules ne captent pas le produit, ben forcément il en reste, il n'y en a que quelques-unes qui sont détruites, et finalement ça n'a pas d'effet antitumoral. Donc il faut utiliser de la radioactivité qui se dissémine sur une plus grande surface. Et vous voyez, quand on utilise l'yttrium, et c'est l'yttrium qui est utilisé dans ce dont on vient de vous parler, les techniques de radioamplification, on a un rayon d'action de 12 mm au lieu de 10 microns. Donc c'est 100 fois plus. Et donc là, on voit bien que ça va irradier la cellule qui a capté le radiopharmaceutique, mais ça va aussi sortir de la cellule et irradier les cellules à côté, même si elles n'ont pas capté. Donc ce sera forcément plus efficace. Alors, ce produit, il s'appelait l'octreotère. C'était quelque chose qui a été développé au départ par Novartis. Il y a eu des études il y a à peu près une dizaine d'années. Vous voyez, à Milan, Bâle, Rotterdam. Nous, on a fait partie de l'étude qui était dans cette phase 2. On était assez actifs dans ce travail. Vous voyez qu'en réponse complète, il n'y en a pas. Par contre, il y a beaucoup de réponses partielles ou mineures, dans à peu près 30% des cas, à peu près 60% des patients qui sont stabilisés et à peu près 10% des patients qui vont progresser malgré le traitement. Donc, c'est quand même pas mal, parce que finalement, 30% de réponses partielles ou complètes, c'est quand même un chiffre qui n'est pas négligeable. Alors voilà un exemple d'un gastrinome qui était traité par l'octreotère. C'était une patiente de 43 ans qui avait eu donc plusieurs injections. Vous voyez la scintigraphie à l'octreoscan avant traitement avec les images dans le foie. Et puis vous voyez là ce qui se passe au bout de 6 mois. Et vous voyez là l'image radiologique avec une lésion de 10 mm au départ qui passe à 5 mm au bout de 6 mois. Donc quand même un effet antitumoral significatif. Et vous voyez ici les marqueurs comme la gastrine, la chromogranine qui diminuent après le traitement. Donc le traitement a fonctionné. La question de savoir combien de temps l'effet se maintient, ça c'est un autre problème. Alors le souci avec l'octreotère qui était bien efficace, ça a été la lumière. Parce que cette radioactivité, quand elle n'est pas, tout ce qui n'est pas capté dans les cellules tumorales, ça va partir dans les urines, puisque c'est injecté dans les crânes. Ça va passer vers le rein. Or, ça va irradier un petit peu le rein, parce qu'il y a une partie qui va être réabsorbée par le rein. Et du coup, il y avait des risques pour la fonction rénale qui ont été un petit peu limités par le fait qu'on perfusait en même temps des acides aminés qui empêchaient le produit d'être réabsorbé dans le rein. Et puis, il y a une grosse toxicité aussi hématologique, avec quand même des anémies, des lymphopénies, des thrombocytopénies, qui après pouvaient être gênantes si jamais on voulait faire une chimiothérapie ensuite, puisque quand les personnes ont une grosse anémie ou diminution des globules, ça peut être gênant. Alors, on a cherché un autre produit qui soit moins toxique. Alors, vous voyez que l'yttrium, son rayon d'action, il est 12 mm. C'est vraiment énorme, c'est 1,2 cm. Et c'est probablement trop, parce que justement, ça irradie aussi le tissu sain. Alors là, il y a un autre produit qui s'appelle le lutécium, qui est entre les deux par rapport à l'indium et l'yttrium, puisqu'il a 2 mm de diamètre, avec une demi-vie plus longue. Ça veut dire qu'il est radioactif plus longtemps et que donc il a plus de temps pour détruire la cellule aussi. Ce produit a été développé par les Hollandais à Rotterdam. Vous voyez par exemple ici l'exemple d'une scintigraphie qui est faite avec l'octreoscan à gauche, celui qu'on utilise couramment. Et puis le même patient fait avec le produit qui est marqué au lutécium, avec un autre analogue de la somatostatine qui est plus spécifique. Et vous voyez que les images sont beaucoup plus précises à droite qu'à gauche. Vous
Vous voyez qu'ici, vous distinguez à peine les ganglions médiastinaux. Et là, vous voyez beaucoup mieux. Regardez aussi la définition au niveau des images hépatiques qui est bien supérieure. Hein. Donc ça veut dire que ce produit, il est en plus très spécifique. Alors, ils ont traité à Rotterdam plus de 500 patients. Ça peut être à 700 800 maintenant. On fait 4 injections. La dose que reçoit la moelle est faible, même le rein. Et la tolérance est correcte, à part des nausées, qui sont liées aussi au fait qu'on injecte en même temps fait en même temps une perfusion de l'acide aminé, puis on des choses transitoires. Alors la réponse tumorale, vous voyez que si on compare la réponse en haut avec l'yttrium et en bas avec le lutécium, des réponses complètes, on en a toujours très peu, mais au niveau des réponses partielles ou mineures, on est à 42%, alors qu'on était plutôt à 25% avec l'autre. Et puis, on a aussi un bon nombre de stérilisations et un nombre toujours de 15 à 20% de protation. Donc plus de réponses. Et en fonction du site, vous voyez qu'il y a particulièrement de très bonnes réponses lorsqu'on s'adresse aux tumeurs du pancréas sécrétantes, avec des réponses, vous voyez, qui étaient avec des lutécium autour de 70%, 60% pour les tumeurs du pancréas en général, et ça reste quand même tout à fait satisfaisant dans les carcinomes digestifs, autour de 40%. Alors voilà l'exemple d'un patient, et ça ressemble à l'image que vous a montré Pierre Jean Vallée tout à l'heure, avec les scintigraphies avec le foie, avec beaucoup de lésions, et puis après le traitement, on voit les diminutions du nombre des lésions, et parallèlement, vous voyez c'est un gastrinome, vous voyez la diminution de la chromogramine A, et vous voyez la diminution de la gastrine, et un effet qui se maintient au cours du temps. Alors quels sont les facteurs prédictifs de réponse? C'est le volume. Il faut finalement que le volume soit important mais pas trop, pour qu'il y ait une grosse dose de radioactivité qui se mette dans la lésion. Le type de tumeur, on l'a vu, et la fixation à la troscane. Parce que quand on a une très bonne fixation à la troscane, ça veut dire qu'il y a beaucoup de récepteurs pour la somatostatine. Et ça veut dire qu'au niveau de la tumeur, elle va être avide de ce traceur qu'on lui injecte et elle va beaucoup la concentrer, donc il y aura une grosse irradiation des cellules tumorales. Et donc, c'est pour ça que c'est absolument indispensable de faire une scintigraphie troscane avant d'envisager ces traitements et de voir si la fixation est suffisante pour l'envisager. Au niveau de la toxicité, on a beaucoup moins toxique qu'avec les produits à l'yttrium, avec quand même des anémies, des leucopénies, mais seulement dans 1% des cas, alors qu'on était plutôt à 16%. Par contre, lorsqu'elles surviennent, sont un petit peu prolongées, peuvent durer jusqu'à 2 ans. Et il y a une diminution de la cléarance de la créatinine de 3 à 4% par an, mais qui n'est pas tout à fait certaine et à confirmer. Alors voilà un exemple d'une patiente qui avait un insulinome avec des lésions hépatiques qui avait été opérée en 2005. À partir de 2008, elle a eu des hypoglycémies, elle a eu tous les traitements locaux et systémiques conventionnels possibles. Et sa tumeur était bien stabilisée, mais par contre, il y avait une aggravation des hypoglycémies. Et en 2013, en fait, elle avait tellement des hypoglycémies sévères qu'elle était obligée d'être hospitalisée, qu'elle était obligée d'être en perfusion de glucose, malgré les traitements qu'elle avait, qui avaient l'hypoglycème et de l'aggravation de l'autostatine, les hérodibus. Tout ça ne suffisait pas à empêcher les hypoglycémies qui risquaient de faire des comas. Alors elle a eu un traitement de lutécium qui a été fait, je crois, à Munich en octobre, donc à partir d'avril, juillet et puis octobre de dernière saison. Et à partir du mois de mai, et le lendemain de la première cure, on a vu l'arrêt des hypoglycémies. Il restait une hypoglycémie hebdomadaire avec à peu près à cette époque-là, avec un traitement qui était maintenu de provicène des volorimus. On a pu arrêter de provicène au mois de mai, des volorimus à la fin mai. En octobre, elle avait une glycémie capillaire qui était normale sans autre traitement, et Catherine l'a revue très récemment, et elle va parfaitement bien, sans traitement, avec non seulement disparition des hypoglycémies, mais une réduction des lésions qui se maintient sur le long terme. Donc oui, c'est quand même très encourageant. C'est donc des résultats qui sont prometteurs avec une toxicité qui est acceptable. Il faut toujours faire la balance entre les deux. Des produits qu'on a beaucoup réclamés. L'association APTED, elle a été très moteur dans cette affaire parce qu'elle a beaucoup agi pour essayer que ces produits soient disponibles en France. Les difficultés qu'on a eues venaient du fait que notre législation est très protectrice pour les patients et quelquefois c'est un frein. Elle est très protectrice dans le sens que ces produits pharmaceutiques sont considérés comme des médicaments
alors dans d'autres produits, ils ne sont pas considérés comme des médicaments. Et du fait qu'ils sont considérés comme des médicaments, ils suivent le circuit classique des médicaments. Alors que ce ne sont pas du tout les mêmes contraintes pour fabriquer un radiopharmaceutique et un produit radioactif avec une petite molécule. Ce n'est pas du tout les mêmes contraintes que lorsque vous fabriquez un médicament ou une chimiothérapie ou n'importe quoi. Et du coup, ça rend les choses extrêmement difficiles pour les industriels qui n'arrivent pas à se mettre aux normes qui sont demandées par les agences. Et ce qui fait qu'on a été bloqué pendant plus de 10 ans et que beaucoup de patients ont été envoyés à l'étranger, en Hollande, en Suisse ou en Allemagne. On a un circuit avec Munich qui marche bien. Maintenant, on a un protocole actuellement qui s'appelle Lutathera, qui est en cours, qui a été développé par un laboratoire qui s'appelle 3A, laboratoire pharmaceutique, qui est en cours actuellement. Et donc on a à Lyon un centre qui est ouvert. Et puis, il va y avoir aussi un protocole académique, qui est ce qu'on appelle un PHRC, qui est avec le même produit, qui sera dans d'autres indications. Il y en a qui sera plus dans le pancréas, plus dans les fibres digestives. Il y en a qui sera en comparaison d'une thérapie ciblée. Ce sera le PHRC, qui devrait aussi pouvoir démarrer assez rapidement. Donc en fait, cette option thérapeutique, elle devrait pouvoir maintenant se développer en France pour les patients. Voilà, je vous remercie. Des questions ou remarques pour Françoise sur la radiothérapie métabolique qu'on attend mal à obtenir. Alors vraiment, on est allés tous unis sur le territoire national et avec votre aide. Je crois que, alors là, pour le coup, c'est super important. On m'a dit que pour la radiothérapie, il fallait attendre d'être pratiquement à l'article de la mort pour être pris en cas, voilà, pour être traité et tout. Il fallait vraiment être un cas vraiment extrême. Ah, pas du tout. Alors je pense qu'il y a quelques années, quand c'était disponible uniquement à Rotterdam, il y avait des difficultés d'accès assez terribles. Pour faire le dossier, c'était monstrueux, ça prenait des mois, c'était extrêmement compliqué. Après, depuis maintenant plus de 7-8 ans, il y a de multiples centres qui sont ouverts sur l'Europe. Donc vous savez que la Sécu rembourse, donc on a structuré localement, et à Paris, bien plus encore, je crois, un réseau actif. Et c'est vrai que quand l'indication y est, maintenant Munich, c'est 1 mois, 2 mois de délai même pas. Donc là, maintenant, ça s'est vraiment dégagé, c'est fluidifié par rapport à il y a une quinzaine d'années. Alors après, c'est pas forcément un traitement de première ligne. Donc il faut bien insister là-dessus, ça ne doit pas remplacer le reste, c'est une arme en plus. Donc c'est pour ça qu'elle n'est pas proposée à titre systématique. Il y a des toxicités, il y a des indications ou des contre-indications, et puis c'est à balancer par rapport aux autres traitements. Mais c'est vrai que maintenant, si l'indication y est, on a maintenant, alors bien sûr, c'est extrêmement difficile parce que ça veut dire qu'il faut accepter d'aller à l'étranger pour le moment, même si c'est remboursé. Pour le dernier patient, il n'y a eu aucun problème sur le taxi jusqu'à l'aéroport. C'est la seule chose qui a coincé. Mais c'est quand même le fait de se déplacer, et c'est pas toujours évident quand on est fatigué, c'est pas toujours. Donc c'est encore extrêmement lourd. C'est pour ça qu'il faudrait absolument qu'on arrive à l'avoir en France. Donc il y a un problème de barrière de langue en fait, parce que quand c'était à